Bonjour à toutes et à tous. Si je devais citer un sujet qui me semble à la fois important, sous-estimé et pourtant central dans l'avenir des entreprises, c'est celui de la santé mentale. Bienvenue dans notre CEO Talk. Chez Sycomore, nous avons lancé un think tank sur la santé mentale qui réunit des investisseurs, des entreprises et des experts, avec une conviction profonde. Ce n'est pas seulement un sujet individuel ou même médical, c'est un enjeu stratégique majeur. Alors, avec le groupe de travail, on a réfléchi à un certain nombre d'implications et de solutions pour améliorer la santé mentale. On voit en tout cas qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est peu structuré, qui est difficilement mesurable et qui est en tout cas insuffisamment intégré dans les décisions économiques. Et pourtant, les résultats et les impacts sont là. D'après l'OMS, le coût de la santé mentale, c'est plus de 1000 milliards de dollars par an. Donc c'est considérable. Et c'est la première cause d'arrêt maladie longue durée. Donc c'est à la fois un sujet de santé publique et en même temps un enjeu, économique. Alors pour parler de ce sujet, pour parler de la santé mentale, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Ondré, qu'on ne présente plus, psychothérapeute, psychiatre et également auteur. Merci Christophe d'être avec nous aujourd'hui. Merci Denis, c'est un plaisir. Alors, pour commencer, pour poser les bases de cette discussion, j'avais envie de commencer par une question qui est toute simple. Quand on parle de santé mentale aujourd'hui, de quoi parle-t-on vraiment ? Alors, d'un vaste sujet. Pour parler de santé mentale, peut-être on peut revenir à la question de la santé en général. Vous savez peut-être que la santé, on a deux sortes de définitions. On a une définition qui est déjà ancienne, mais qui est très concrète, très pratique sur le ressenti. C'est un médecin célèbre qui disait au fond au XXe siècle, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. La vie dans le silence des organes, c'est-à-dire qu'au fond, je peux m'occuper de vivre, de profiter de la vie, d'agir, voilà, sans avoir de limitation, de préoccupation, de difficultés avec mes organes, avec mon corps. Donc, première définition de la santé, très simple, opérationnelle. Une deuxième définition plus ambitieuse, c'est celle de l'OMS, la définition officielle, c'est un état de complet bien-être physique, psychologique et social. Alors là, les choses se compliquent parce que les jours où nous sommes dans un état de complet bien-être, on se sent bien psychiquement, physiquement, on est parfaitement à sa place socialement, sont peut-être plus rares que les jours où il y a un petit truc qui cloche. Donc, on voit qu'entre cette définition très simple, très limitée, très pragmatique, ne pas avoir de souffrance, et la définition ambitieuse de l'OMS, être dans un parfait état, évidemment, on va devoir trouver un juste milieu. La santé mentale, c'est exactement ça. La santé mentale, c'est à la fois ne pas souffrir, ne pas avoir d'anxiété, de dépression, de pessimisme excessif, d'inquiétude envahissante, mais c'est aussi pouvoir se sentir bien régulièrement, pas tout le temps évidemment, mais régulièrement, pouvoir se sentir heureux, pouvoir se sentir joyeux en lien avec les autres, avec ce que les psychiatres appellent l'élan vital, l'envie de vivre, l'envie de continuer à vivre, même si c'est pas toujours drôle, même s'il y a souvent des ennuis dans une existence. Les ennuis, c'est le loyer de la vie, comme on dit en psychologie, mais ça vaut quand même la peine. Donc la santé mentale, c'est un peu ça, c'est l'absence de souffrance majeure, en tout cas trop intense ou permanente ou trop invalidante, et le plaisir d'être en vie, le plaisir de continuer. D'accord. Et quels sont justement les facteurs qui influencent la santé mentale ? Parmi les facteurs qui influencent la santé mentale, on pourrait dire simplement, il y a le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'esprit et puis l'environnement. Le corps est important en matière de santé mentale. C'est vrai qu'on s'est aperçu notamment que les questions d'activité versus sédentarité sont très importantes. Et on sait que quand les gens font de l'exercice physique, font du sport, bougent régulièrement, ça améliore leur santé mentale. Et qu'à l'inverse, la sédentarité est un facteur aggravant de la santé mentale. Mais il y a aussi l'alimentation. On sait qu'il y a des façons de s'alimenter qui sont aggravantes. Nos patients, notamment en matière de dépression ou d'anxiété chronique, ont intérêt à faire attention à ne pas consommer des nourritures trop inflammatoires, trop grasses, trop de viande rouge, etc. Il ne faut pas interdire la viande rouge, mais mesurer sa consommation. Donc le corps joue un rôle important.
que ce soit pour améliorer ou pour risquer d'aggraver la santé mentale. Il y a bien sûr le fonctionnement de l'esprit. Hein, c'est à ça qu'on pense en premier. Effectivement, tout ce qui a eu lieu dans notre passé peut influencer notre santé mentale. Alors, soit ce sont, comme je viens de le dire, des influences, tel type d'enfance, tel type d'éducation va nous influencer, mais nous pourrons nous libérer éventuellement de ces influences, mais il y a parfois aussi des choses qui nous ont traumatisés, qui nous ont marqués très profondément. Là, on aura besoin de thérapie, mais donc cette dimension, bien sûr, est importante. Ça, on pourrait appeler ça la dimension individuelle. Chacun de nous arrive à l'âge adulte avec son petit paquet, plus ou moins favorable quant à l'équilibre personnel. Et puis, le troisième facteur très important, c'est l'environnement. Et parfois des choses auxquelles on ne pense pas, parce que l'environnement, il y a bien sûr l'environnement social. On sait aujourd'hui que la solitude est un grand facteur de risque en matière de santé mentale. Le sentiment d'isolement, c'est pas seulement vivre seul, ne voir personne, mais se sentir seul même au sein d'un groupe ou d'une ville. Mais on sait qu'il y a aussi des facteurs physiques. On a de plus en plus d'études montrant que la pollution atmosphérique, au-delà d'un certain seuil, perturbe la santé mentale. Donc voilà, tous ces facteurs comptent. Alors ça peut être à la fois inquiétant, on se dit ah là là, tous ces trucs qui interviennent, et réconfortant parce qu'on a des tas de portes d'entrée pour améliorer la santé mentale. Voilà, ça c'est le bon côté. Ce que tu décris, ce qui me frappe beaucoup, c'est la dimension multifactorielle de la santé mentale. On a parlé effectivement de la partie du corps, de ce qui est propre à chaque individu, de son passé, mais effectivement l'environnement, l'incertitude, l'isolement, l'ensemble de ces éléments-là. Donc c'est plus un sujet individuel finalement, c'est un sujet qui est beaucoup plus large. Absolument, oui, la santé relève bien sûr de l'individu, on a notre part de responsabilité, mais relève aussi énormément des collectivités, de la collectivité nationale, mais aussi de cette collectivité qu'est l'entreprise. Donc, très important, oui, ce facteur. Maintenant, sur la notion de mesure. Donc pour un médecin, c'est évidemment très important. Pour nous, investisseurs, la notion de mesure, elle est également clé. Comment se mesure la santé mentale? Est-ce qu'il y a des certitudes scientifiques sur le sujet? Alors, c'est peut-être le point faible actuellement de la santé mentale, c'est l'évaluation. C'est-à-dire on mesure ça par des questionnaires, on demande aux gens comment ils se sentent, par des entretiens plus ou moins longs, plus ou moins structurés. Ça fonctionne plutôt bien. Quand même, on arrive avec des questionnaires qu'on appelle des questionnaires validés, qu'on a testés auprès d'un très grand nombre de personnes, des gens qui vont bien ou qui n'ont pas de troubles, des gens qui ont des troubles, on les suit, etc. Ça marche plutôt bien. Les entretiens aussi, évidemment, marchent plutôt bien, mais c'est vrai que ce sont des outils qui n'ont pas la précision des outils dont disposent nos collègues, cardiologues ou autres, qui eux ont des marqueurs biologiques. Et nous, en psychologie, nous en avons peu de marqueurs biologiques. On peut mesurer un peu le cortisol salivaire en matière de stress. Enfin, je parle de marqueurs biologiques de pratique courante, qui ne nécessitent pas d'aller dans un centre universitaire spécialisé, etc. Et donc, ces facteurs, donc les questionnaires ou les entretiens, ils sont sujets à des biais. On sait qu'il y a un biais très connu en matière d'évaluation du bien-être, c'est l'insomnie. Si je mesure le bien-être de quelqu'un après une nuit d'insomnie, évidemment, son bien-être va être effondré. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a forcément toute sa vie qui est perturbée comme ça. Mais donc voilà, ce genre de petits biais, ou des biais subjectifs. Il y a des gens qui sont marqués par l'insatisfaction, qui se trouvent toujours mal ou avec des objets des raisons de se plaindre, d'autres qui sont des optimistes invétérés. Donc tout ça perturbe un petit peu, peut perturber à la marge honnêtement le recueil des données, mais nous considérons que ce recueil, même par questionnaire ou par entretien avec sa part de fragilité, de subjectivité, fonctionne quand même plutôt correctement. En tout cas, c'est un élément clé pour les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on analyse une entreprise, on a effectivement des enquêtes avec parfois des biais, on a des indicateurs déclaratifs, on a aussi des signaux indirects, mais on n'a pas de certitude solide, me semble-t-il. On sait que c'est un sujet important, et on n'a pas les éléments de mesure. Alors, oui, ça c'est très juste. Surtout au niveau individuel. Après, plus on a un grand nombre de données,
plus on comprend que quelque chose se passe. Quand on voit par exemple que près de 40% des arrêts de travail longue durée sont dus à des problèmes psychologiques, on ne peut pas dire « Ah ben oui, c'est parce que cette personne est pessimiste ou c'est parce qu'elle a été martyrisée étant petite ». C'est qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on est en train de mesurer. Et voilà, donc plus on aura de données, plus les outils d'évaluation seront... Mais une fois de plus, ce sont des outils d'évaluation avec lesquels on met au point des traitements, des médicaments, des psychothérapies avec succès. Donc, il ne faut pas que les entreprises soient trop inquiètes en disant « Oh là là, c'est psy, donc c'est inévaluable ». Non, on peut évaluer. C'est juste que voilà, ça nécessite... C'est vrai que c'est plus compliqué, un questionnaire ou un entretien, qu'une simple prise de sang. Mais pour autant, on obtient des données. Une question sur l'évolution. Qu'est-ce qui a le plus changé dans la santé mentale des gens au cours des dernières années? Alors, ce qui a le plus changé, c'est peut-être d'abord la prise de conscience et les attentes en matière de santé mentale. C'est vrai que quand on regarde jusqu'aux années 50-60, ce n'était pas un sujet. Les attentes, c'était ne pas tomber malade, avoir un niveau de revenus suffisant, mais l'épanouissement, l'estime de soi, le bien-être psychologique, etc., les émotions, ce n'était pas un sujet. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à la fin du XXe siècle et qui là bat son plein. Et nos sociétés, donc les membres de nos sociétés, les soignants, mais aussi les citoyens et les entreprises ont compris que la santé mentale était un vrai sujet qui, lorsque ça se mettait à dysfonctionner, avait des conséquences très problématiques pour les personnes et pour le collectif. Donc ça, c'est un premier très grand même changement. Un second changement, ce sont on pourrait dire les évolutions sociétales par rapport à la santé mentale. Nos sociétés ont considérablement changé et l'exemple le plus clair, une fois de plus, c'est celui de la solitude. Nous vivons dans des sociétés où un nombre très important de personnes, quand on regarde les statistiques sur les habitants des grandes villes, je crois qu'il y a plus d'une personne sur deux qui vit seule. Alors ça, autrefois, ce n'était pas du tout le cas. Autrefois, les groupes sociaux étaient extrêmement solidaires. Personne n'était laissé tout seul dans la nature. Aujourd'hui, si je souffre d'un trouble schizophrénique, je peux être à 800 km de ma famille et me retrouver tout seul avec ma schizophrénie. Là où, autrefois, les familles prenaient, tant bien que mal, ce n'était pas idéal, mais en charge les patients qui avaient des troubles psychologiques graves. Et même si on parle de choses moins sévères que des maladies mentales, les détresses émotionnelles, le désarroi, les difficultés matérielles qui peuvent avoir un impact psychologique, évidemment, elles sont beaucoup plus difficiles à vivre si je suis seul que si je suis dans un couple, dans une famille ou dans un réseau amical ou même de voisinage. La plupart des gens ne connaissent pas leurs voisins, donc comment peuvent-ils s'entraider dans ces cas-là? Donc ce genre d'évolution sociale pèse lourd dans les questions de santé mentale. Et puis évidemment, il y a les évolutions technologiques. Le grand bouleversement pour nous, les observateurs de ces questions de santé mentale, les psychologues, les psychiatres, les médecins, les soignants, ça a été l'arrivée du numérique, la vague numérique. Alors, avec le meilleur et le pire. Le pire, évidemment, c'est les réseaux sociaux, les jeux en ligne, toutes ces choses-là qui apparemment, dès le départ, sont conçus pour rendre les gens dingues, accros, dépendants, enfin tout ce qu'on veut. Et puis le meilleur, c'est quand même que grâce à ces outils digitaux, on commence à comprendre l'usage qu'on pourrait faire en matière de santé, de suivi, d'information, d'accompagnement. Donc là, c'est voilà, l'ange et le démon sont présents à la fois dans ces réseaux. Ça, c'est un vrai bouleversement parce que ces réseaux sociaux et cette digitalisation de nos esprits ont modifié notre rapport au monde, ont modifié notre rapport aux autres, à nous-mêmes, etc. En revenant sur la santé mentale et l'impact sur les gens, je suis frappé aussi de voir la dégradation de la santé mentale chez les jeunes. Alors que c'est lié certainement aussi à l'usage du numérique. Mais ce qui me fait penser que ce n'est pas un phénomène qui est uniquement conjoncturel. On est plutôt dans un phénomène peut-être plus structurel.
parce que finalement, toutes les populations sont concernées et on voit que c'est un phénomène qui peut s'installer durablement dans le temps. Peut-être pour revenir maintenant sur effectivement l'usage du numérique, on parle beaucoup d'addiction numérique, avec notamment les écrans, les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez de nouveaux comportements liés à ça? Oui, les études sont claires sur ça. C'est-à-dire, on a malheureusement une corrélation très claire entre le temps de consommation d'écran, et notamment les écrans ludiques ou voilà, les réseaux sociaux, et les souffrances psychologiques, les taux d'anxiété, d'insomnie, de difficultés relationnelles, etc. Alors évidemment, une corrélation, ce n'est pas forcément une causalité, hein, et parfois certains défendant les réseaux sociaux disent oui, mais c'est parce que ce sont les gens fragiles qui se réfugient dans les réseaux sociaux. Mon œil, ça marche parfaitement dans l'autre sens, c'est-à-dire il y a une surconsommation qui fragilise la personne. Ça ne concerne pas que les jeunes. Les jeunes, finalement, ont été les sentinelles, ont montré à quel point ça pouvait aller vite lorsqu'on n'avait pas d'autres ressources, mais tout le monde y passe, hein, et les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, maintenant l'ensemble de la société est touché par cette attirance qui va jusqu'à l'addiction en matière de réseaux sociaux. Ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes quand on s'aperçoit, on mesure de quoi est fait le quotidien des gens, que la plupart des gens passent plus de temps devant leur écran que dans la nature ou qu'à l'extérieur. Quand on s'aperçoit que la plupart des gens peuvent passer plus de temps à dialoguer avec leurs réseaux sociaux plutôt qu'à dialoguer avec des vraies personnes, on se dit que là, il va quand même y avoir des dégâts. Il y a déjà des dégâts, mais que ça, si on ne fait rien, ça va continuer, ça va s'amplifier. Donc, on est quand même assez soucieux de trouver la bonne manière de réguler ces choses-là, non pas d'interdire, évidemment, ça ne marche pas comme ça, mais de dire attention, pour la santé mentale, il y a un énorme problème avec cet usage non contrôlé, non surveillé. Voilà, il est hors de question d'abandonner les humains à leurs écrans, parce que les plus fragiles vont se noyer et les moins fragiles vont quand même prendre cher. Pourquoi ces mécanismes d'ailleurs, je pense notamment à la recherche de l'attention, à l'addiction, pourquoi ces mécanismes sont aussi puissants chez nous? Ça, on a compris ça il y a quelque temps. En fait, c'est un problème d'évolution de l'espèce humaine. C'est-à-dire, comme vous savez, notre cerveau se transforme avec le temps, hein, mais le temps, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Et là, on est aujourd'hui au XXIe siècle avec à peu près le même cerveau que nos ancêtres d'il y a quelques millénaires. Ces ancêtres, il y a quelques millénaires, ils vivaient dans un environnement où c'était la pénurie à peu près pour tout. Il n'y avait pas beaucoup de nourriture, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Et donc, le cerveau, il est équipé pour que dès qu'on le met en face de nourriture, il se goinfre. Dès qu'on le met face à une information ou une distraction, il se jette sur elle. Donc, en fait, notre cerveau, il est parfaitement adapté à des environnements où les choses sont rares et il est totalement inadapté à des environnements où les choses sont pléthoriques, trop nombreuses. Donc, c'est pour ça que par rapport à un environnement où la nourriture est très facile d'accès dans tous les logements, les appartements, les maisons, c'est très simple d'ouvrir un placard et de manger des choses, eh bien, un certain nombre de personnes ont du mal à résister. La plupart des personnes sont attirées, mais beaucoup ne résistent pas. C'est pareil pour l'information. Quand on est sur nos réseaux sociaux, qu'on scrolle, il y a toujours des petits trucs nouveaux, toujours des choses intéressantes. Et notre cerveau, il est curieux. Il est à la fois curieux et paresseux d'ailleurs. C'est-à-dire, il est à la fois goinfre de nourriture, d'informations, de divertissement, et puis un peu paresseux. Finalement, c'est le moindre effort, puisque je peux manger quelque chose, pourquoi faire l'effort de ne pas le manger, même si le docteur m'a dit que je mangeais trop, etc. Donc, en gros, c'est ça le problème, on appelle ça le bug humain. On a un cerveau qui est fait pour affronter la pénurie et qui vit dans un environnement de pléthore. Et donc, on le sait intellectuellement, mais nos réflexes nous poussent vers le fait de nous remplir de tout ce qui nous est proposé. Premier problème. Second problème, les firmes
qui ont pour objectif de nous vendre des choses à manger ou à regarder ont parfaitement compris le truc et ciblent systématiquement sur cette fragilité. Donc on sait aujourd'hui que les géants de la tech, tous les gens qui vendent des produits, pour pas les citer, je ne sais pas si on peut les citer sur cette vidéo, mais Meta et compagnie, TikTok et tous les autres, conçoivent leurs produits dès le début pour que les gens soient accros. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas un effet secondaire indésirable, c'est calculé parce que plus je suis accro, plus je consomme, et plus je consomme, plus ça remplit les poches de l'entreprise. Ah ouais, ce que vous dites est fondamental, puisqu'effectivement, on voit finalement un basculement d'un système individuel vers un système économique. Ces entreprises, elles développent des solutions, des produits, des services qui cherchent à capter l'attention et parfois même cultiver l'addiction. Et ça, pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est fondamental puisque ça change notre grille de lecture d'une entreprise. Parce qu'elle peut avoir du coup un impact négatif sur les consommateurs et puis la société en général. Justement, un point lié à la responsabilité. Quand on sait à quel point ces mécanismes, que ce soit l'addiction par exemple, sont forts, ont un impact comme ça sur les individus, quelle est, d'après vous, la responsabilité de ces plateformes numériques, de ces environnements numériques, d'une manière générale? Aujourd'hui, elle est totale. C'est-à-dire, autant au début, peut-être qu'on ne se rendait pas compte à quel point ça pouvait être addictif, autant très rapidement on l'a su. C'est la même chose que pour l'industrie du tabac. Les gens qui vendent des cigarettes, ils ont su très tôt que c'était cancérigène. Mais ils ont réussi pendant 30 ans à bloquer les lois pour protéger les non-fumeurs et puis les fumeurs. Et là, c'est la même chose. Les entreprises, tout le monde sait, parce que c'est pas juste que j'ai vu mon petit-neveu ou mon conjoint plonger dans les réseaux sociaux pendant des heures. C'est qu'on a des données scientifiques, béton, sur ce qui se passe. On a aussi des informations montrant que dès la conception, on cherche à cultiver l'insatisfaction et à rendre les gens accros. Donc voilà, la responsabilité de ces entreprises, elle est totale. Donc il faut qu'elles rendent des comptes à la société. Ce n'est pas possible de commercialiser des produits dont on sait qu'ils abîment les humains, que ça soit abîmer leur corps avec des produits alimentaires inadaptés à nos besoins, ou que ça soit abîmer leur cerveau avec des produits qui vont les rendre accros, qui vont perturber leur attention, qui vont les rendre malheureux, qui vont augmenter leur anxiété, etc. Donc, la hiérarchie qu'on a, nous, en médecine, la devise de la médecine, du soin, c'est primum non nocere, la formule latine, d'abord ne pas nuire. Donc, on devrait, ça me paraît très très logique, en tout cas c'est ce que je prévois comme évolution, on ne peut pas continuer comme ça, toutes les entreprises dont on sait que les produits peuvent avoir un impact sur la santé mentale, doivent prouver, avant de commercialiser un produit, que ce produit n'est pas toxique. On a ça pour les médicaments. Si je veux commercialiser un nouveau médicament, je dois prouver deux choses. Un, qu'il agit bien sur la maladie qu'il est censé soigner, et deux, que les inconvénients ne sont pas supérieurs aux bénéfices. Et donc, il faut, ça me paraît le minimum à exiger de ces entreprises, de ces produits. Et donc, c'est vrai que si les financiers commencent à dire attention, nous on ne finance que des produits qui déjà n'aggravent pas l'état des gens, l'état psychologique des gens, la santé mentale des gens, ça va faire réfléchir beaucoup de monde. En matière de nutrition, alors même si c'est imparfait, on a un truc qui s'appelle le Nutri-Score. Peut-être qu'il va falloir un jour faire des psychoscores, c'est-à-dire qu'ils diront, voilà, attention, là, ce produit, c'est un petit peu chaud pour votre santé mentale. Celui-là, par contre, ça semble OK. En tout cas, je crois que c'est l'une des questions les plus importantes qu'on a pu explorer dans nos réflexions. La responsabilité de ces entreprises, elles ne peuvent pas se limiter à leur intention. Elles concernent la conception des produits, elles concernent leur système économique, les mécanismes d'engagement également. Oui. Et effectivement, c'est leur demander de démontrer qu'elles n'impactent pas négativement les consommateurs. Absolument. Et puis qu'elles surveillent un peu ce qui se passe. C'est-à-dire une entreprise, pour en rester sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux.
On voit très bien qui utilise les réseaux le jour, qui les utilise la nuit. L'usage nocturne intensif est toujours un signe de problème psychologique. On voit bien la fréquence dans une journée. Est-ce que je vais sur les réseaux 5 fois, 10 fois, est-ce que j'y vais 100 fois, 150 fois? La durée aussi. Normalement, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, il faut s'arrêter. On a des études montrant que pour notre santé physique, il faut lutter contre la sédentarité. Et lutter contre la sédentarité, c'est pas rester assis pendant 8 heures et aller faire un footing d'une heure après. C'est se lever toutes les demi-heures, tous les 3 quarts d'heure, sautiller, monter un étage, bouger. Quand je suis 20 minutes, une demi-heure sur un réseau social, j'abîme mon cerveau, mais j'abîme aussi mon corps. Donc, tout ça, c'est mesurable. On sait bien mesurer ça et donc envoyer des petits warnings, des messages aux personnes qui sont en train de déborder. Ça me paraît, après, je sais pas, il y a peut-être des problèmes juridiques, mais comme médecin, je me dis que techniquement, c'est faisable. Techniquement, ça me semble faisable. Alors Christophe, qu'est-ce que les entreprises devraient mettre en place pour améliorer la santé mentale de leurs collaborateurs? Qu'est-ce qui aide les gens d'une manière générale à aller mieux et qu'est-ce qu'on devrait faire collectivement pour que la santé mentale s'améliore? Moi, il me semble que les entreprises, j'allais dire devraient, c'est toujours facile de dire elles devraient, mais quand même qu'elles auraient intérêt, qu'elles auraient bénéfice à ne pas avoir peur du sujet, à se dire finalement ces questions de santé mentale, c'est pas seulement une source de complications, de charges, de réflexion, de travail supplémentaire, c'est une ressource, la santé mentale. C'est-à-dire si on arrive à faire les bons ajustements, à créer les bonnes conditions, c'est quelque chose qui va booster et le fonctionnement au travail et le bien-être des collaborateurs, donc l'aspect réputationnel, l'image de l'entreprise, enfin, et puis le plaisir des dirigeants, de l'encadrement. C'est quand même plus sympa d'avoir l'impression que les gens sont contents de travailler avec nous plutôt que de se dire ils ne viennent que pour la feuille de salaire ou je ne sais quoi. Donc déjà, pour les entreprises, se dire non, c'est un vrai sujet, et si je m'en occupe pas, j'aurai des ennuis dans quelques temps, et puis surtout, je vais me faire doubler par les entreprises qui s'en seront occupées. Et 2, ça fonctionne. On a des données chiffrées, concrètes, montrant que quand on s'intéresse à la santé mentale, on va augmenter des tas de variables, des tas d'indicateurs favorables à l'entreprise. C'est quelque chose, bien sûr, c'est pas le cœur de la mission de l'entreprise de rendre ses salariés heureux, épanouis, bien dans leur basket, mais si c'est pas sa mission principale, en tout cas, c'est un outil pour l'aider à remplir sa mission principale. Donc, et puis peut-être pour conclure, après on pourrait en faire des heures sur ça. Moi, je suis psychiatre. Dès qu'on me pose des questions sur la psychologie ou la santé mentale, c'est très très long. Mais c'est vraiment, c'est pas seulement faire que les gens soient pas trop stressés, etc. C'est faire qu'ils soient intéressés par leur boulot, qu'ils se sentent en sécurité, que vraiment ils sentent qu'ils apprennent des trucs, qu'ils progressent et qu'ils soient contents. D'aller au boulot. Alors on est toujours un peu plus content d'être en vacances que d'être au travail, mais quand même, on peut quand même être aussi un peu content, le plus souvent, pas forcément tous les jours, d'aller à son boulot parce qu'il a du sens, parce qu'on prend compte de nos besoins et toutes ces choses-là. Ça, c'est la santé mentale. D'accord. Bon, effectivement, il y a un enjeu qui est humain et puis un enjeu aussi économique. On en a un peu parlé. Toutes les études le démontrent. Ernst & Young, dans sa dernière étude, démontre que lorsqu'une entreprise investit 1 euro, une livre sterling, dans l'amélioration de la santé mentale des collaborateurs, de ses collaborateurs, elle peut générer 4,7 euros de revenus supplémentaires. Donc c'est considérable. Donc on voit bien que c'est un facteur de performance. Alors maintenant, les entreprises, où est-ce qu'elles en sont? Elles sont peu structurées sur le sujet, il faut quand même le dire. Il y a des indicateurs qui sont très déclaratifs. Et puis, on le disait également tout à l'heure, il y a une difficulté à mesurer
qu'a la santé mentale. Et pourtant, on voit quand même des initiatives très concrètes, notamment en termes de détection, de prévention, même d'action. On sait que le rôle du manager de proximité est clé pour notamment détecter, pour accompagner. On voit aussi que l'organisation du travail, l'environnement, c'est des sujets qui sont aussi importants, la capacité d'écoute et aussi un cadre qui permet la parole. Donc ça aussi, c'est des éléments qui peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale. Moi, j'ai le sentiment en tout cas que c'est pas un sujet qui se limite à la RH, c'est un sujet de direction générale. Voilà. Et d'une manière générale, j'ai un peu le sentiment qu'on est à un point charnière sur la santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, elle va devenir un facteur de performance, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, un facteur de différenciation entre les différentes entreprises, et puis aussi, peut-être, j'espère, un critère d'investissement pour les investisseurs que nous représentons. Voilà. Donc merci beaucoup Christophe. Moi en tout cas ce que je retiens de ces échanges, c'est que la santé mentale c'est pas un sujet à part. La santé mentale c'est un sujet qui est central. C'est un sujet qui traverse nos vies, qui traverse nos entreprises, qui traverse nos modèles économiques. Et en tant que dirigeant, encore plus d'une entreprise responsable, j'ai le sentiment que nous avons une responsabilité particulière, notamment pour mieux comprendre, pour mieux intégrer et surtout pour agir. Donc merci Christophe pour cet échange. Merci Denis. Et merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis.